Le voyage débute au château d'Azel-Rideau, l'un des plus charmants châteaux de la Loire. Comme beaucoup d'entre eux, il a été construit au XVIe siècle, sous le règne de François Ier. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance était pour Balzac un diamant taillé à facettes, serti dans l'Indre. Pour nous le faire découvrir, Christelle Jacquin, animatrice du patrimoine et passionnée d'histoire, retrouve son amie Christelle Laurent, la conservatrice du château. Bienvenue au château d'Azel-Rideau. Merci de m'accueillir. Tu me fais visiter? Ah oui, on y va. Je vais commencer, Christelle, par t'emmener voir la façade sud. Tu sais que c'est la façade qui est la plus connue dans le monde entier. Celle qu'on voit sur toutes les cartes postales, toutes les photos. Oui, qui est incontournable. Elle est toujours aussi belle, cette façade, toujours aussi monumentale. Hein. Oui, en fait, je vais tenter un peu de t'expliquer pourquoi elle plaît autant. En fait, c'est assez simple. Tu remarques quoi quand tu la vois, cette façade? Elle est symétrique. Elle est symétrique. Et en fait, si cette façade, elle plaît à autant de gens, c'est parce qu'il y a un grand équilibre dans l'ordonnancement général. Les tourelles sont identiques, ce sont des tourelles jumelles. Tu as des lucarnes aussi qui se répondent les unes aux autres. Et puis, tu as une verticalité, une horizontalité qui est parfaite. Dès que c'est symétrique, c'est forcément beau. Le château d'Azel-Rideau est connu dans le monde entier pour le reflet de sa façade dans la pièce d'eau, mais cette image n'a pas toujours été visible. Est-ce qu'il y a toujours eu de l'eau autour du château d'Azel-Rideau? Alors pas vraiment, parce que le château, il est vrai, il est construit sur une île, mais sur une île assez grande. Et le miroir que tu as sous les yeux, c'est une création des années 50 par un architecte en chef des monuments historiques. Si vous visitez le château, ne vous contentez pas d'admirer cette magnifique façade. C'est joli ici, sur les communs. N'hésitez pas à parcourir l'ensemble du parc. En fait, je t'emmène dans une zone qui n'est pas ouverte actuellement à la visite parce qu'on restaure le parc. Ça permet d'avoir un point de vue superbe sur le château et dans quelques mois, ce sera ouvert aux visiteurs. En passant sous la végétation, les deux amis découvrent une vue sur l'aile ouest du château qui révèle un tout autre visage du monument. Ah oui, c'est sympa. Hein. C'est un point de vue qui est superbe parce qu'il y a des détails qu'on ne voit pas aussi bien. Les épis de fêtage qui sont Renaissance. Comme les cheminées, là, à côté de la tour. On ne la remarque pas du tout de l'autre côté, en fait. C'est un bel endroit. De ce côté-ci, on perçoit mieux l'aspect défensif du château, avec ses chemins de ronde, ses créneaux et ses machicoulis. Mais la véritable surprise d'Azel-Rideau, c'est son escalier monumental situé en plein milieu de l'édifice. Sa forme est à l'époque une véritable innovation. Et surtout, l'escalier, c'est le premier escalier droit à rampe de France. D'accord. Avec des paliers, alors ça paraît encore une fois tout à fait normal. Mais au début du XVIe, c'est pas du tout le type d'escalier qu'on a dans les châteaux. Des paliers où vous pourrez admirer la cour d'honneur et le parc. Tous les petits détails que tu as reçus. En montant, l'escalier nous réserve d'autres surprises. On a des plafonds à caissons avec des médaillons antiques. Sculptés dans le tuffeau, la pierre blanche du pays, les rois de France ayant vécu au château nous observent depuis le plafond. En passant par le salon d'apparat, nos ambassadrices regagnent la chambre de Madame Philippe Lesbailly, la maîtresse de maison qui a donné une touche très personnelle à la décoration du château. Il y a une odeur dans cette pièce qui est incroyable. Ce sont les nattes de Jean tressées sur les murs. C'est du végétal. C'est du végétal. Et c'est vrai que c'est une odeur de foin fraîchement coupé. Et en fait, on a restitué ces joncs il y a maintenant 1 an et demi. Et l'odeur reste. C'est ça. Tiens, regarde, je vais te montrer un petit peu comment c'est fait. Si tu veux, tu peux toucher.
Et tu vois il y a de l'air derrière. Hein. C'est souple. Oui, c'est souple. Hein. En fait, c'est une première dans un château français de restituer ce décor qui n'était plus du tout à la mode, tu sais, à la fin du XVIe siècle, parce que là, il y avait des soies, des tentures sur les murs. La chambre de François Ier au Louvre, tu vois, elle avait des nattes de jonc tressées sur les murs. Ah oui. Et on considérait même que ces nattes de jonc avaient des vertus médicinales, qu'elles chassaient les pestes et les humeurs. La chambre vient d'être restaurée comme elle l'était au XVIe siècle. Tu vois, Christelle, les couleurs... Les couleurs sont superbes. Ouais. C'est des couleurs nouvelles. Non, qui pas du l'avez- tout. Non C'est vrai que ça fait très moderne, en Ouais. fait. Hein. Ça correspond complètement au goût d'époque. Hein. Alors qu'on a l'impression que c'est très moderne, que c'est très 21e siècle. Ce bleu, ce rouge, on a eu le souci du moindre détail. Christelle quitte les fastes du château d'Azay-le-Rideau pour une destination moins luxueuse. Direction La Goupillière, une ancienne ferme troglodytique. Un site exceptionnel qui raconte un pan méconnu de la construction des châteaux de la Loire. Il y a 20 ans, cet endroit mystérieux était enfoui sous la végétation. C'est Louis-Marie, un enfant du pays, qui a découvert cet ensemble d'habitations. Bonjour Louis-Marie, Bonjour Christelle. tu vas bien? Très bien. Alors on est ici sur un super lieu troglodytique. On est dans le monde paysan. Ces paysans vivaient dans une maison comme ça, une fenêtre, une porte. Ils creusaient un puits, ils creusaient pour mettre des lapins. C'est eux qui ont extrait aussi la pierre. À chaque fois, ils étaient paysans, ils allaient faire les labours, les récoltes des seigneurs. L'hiver, ils rentraient dans les carrières sortir la pierre. Et à chaque fois qu'ils creusaient, la pierre était utilisée pour construire les beaux châteaux de la Touraine. Plus de 200 châteaux dans le Val-de-Loire, c'est énorme. 700 églises, les maisons. La quantité de pierres qu'il a fallu sortir en Touraine, c'est énorme. Le travail de l'homme derrière ça, c'était les paysans. À côté des habitations, des carrières d'extraction permettaient aux paysans de fournir des pierres aux bâtisseurs des châteaux. Louis-Marie a retrouvé la technique et les outils utilisés à l'époque pour découper la falaise. Le paysan partait avec son pic. Il creusait une première rainure en biais. Elle était creusée à 40 cm de profondeur jusqu'en bas. Une au niveau du sol. Chaque bloc était entouré de rainures profondes. Une fois avoir creusé, il prenait des coins de bois et il mettait des coins de bois superposés dans la rainure creusée en biais. Mais il mettait une planchette de bois ici. Les coins de bois, les planchettes étaient superposés dans la rainure creusée en biais. Le paysan prenait son maillet et là, il tapait sur les coins de bois. La fissure était provoquée derrière et il écartait ce bloc qui chutait. Le bloc était posé au sol et là, il prenait une grande scie comme celle-ci. C'est une grande scie avec une poignée et c'est en tirant qu'on sciait. Et les pierres rectangulaires partaient pour tous les beaux châteaux. Admiratif du travail de ces paysans tailleurs de pierre, Louis-Marie fait revivre à la Goupillière le quotidien des hommes du Moyen-Âge, dont les habitations ont été utilisées jusqu'au XIXe siècle. Allez Christelle, on va rentrer dans cette maison. Donc là, on est vraiment dans le centre de vie de l'habitat du paysan. On peut dire le vrai, puisque la cheminée, c'était important. Il fallait bien se réchauffer, mais il fallait faire la cuisine. Alors le chaudron est là. Dans ce chaudron, on faisait la soupe. Mais après, on faisait bouillir le linge. Sans charpente et sans toiture, la maison était vraiment simple à construire. Et pour les meubles, il suffisait de creuser les parois. Donc là, on est toujours dans la même pièce, mais finalement, on est plutôt du côté chambre. Alors le lit du paysan, le voici, typique, réalisé par lui, avec des rondins de bois. 4 poteaux à la verticale, il mettait des rondins côte à côte, et sur les rondins, il posait une paillasse de paille importante, et c'était de la paille de seigle, parce qu'elle ne pique pas. Oui, c'était mieux. Alors pour se réchauffer, les dredons, ils faisaient de la farine, ils gardaient l'enveloppe du grain pour se réchauffer. Le lit des parents, un autre pour les enfants. On mettait un enfant dans ce sens-là, un autre, un berceau, un autre lit, et il y avait 7 à 8 personnes ici. 7 à 8 personnes dans le truc. Et voilà, on vivait dans une habitation troglodyte. Non loin des coteaux calcaires et des habitations troglodytiques, Christelle nous entraîne maintenant sur les chemins d'un autre savoir-faire ancestral.
Pour cela, nous longeons le Cher, en direction de Rivarennes. Ici, sur les plateaux, on trouve de nombreux vergers. Là, je vous emmène voir Christine. Elle a un savoir-faire tout à fait particulier. Elle fait de la poire tapée de Rivarennes. Christine Hénin a remis au goût du jour un savoir-faire oublié qui permet, après la cueillette, de conserver les poires pendant des années. Bonjour Christine. Salut. Alors, donc tu viens m'aider pour la cueillette là? Oui, oui, oui. Elles sont toutes dures tes poires là. Ouais, parce qu'elles sont encore vertes. On les cueille à peu près 110 jours après la floraison. Elles ont emmagasiné le soleil, par contre la maturité ne s'est pas déclenchée. D'accord. Et alors pourquoi vous les cueillez vertes? Eh bien parce qu'autrement on n'aurait pas le temps de les travailler. Elles seraient trop mûres. Ah bah oui. Et si elle cueille les fruits avant qu'ils soient mûrs, c'est parce qu'elle a un moyen unique de les conserver. Après la récolte, Christine retrouve son atelier installé dans une habitation troglodytique. C'est là qu'elle passe le plus clair de son temps. Bon bah là on va allumer le feu, enfin le four surtout. Il faut un peu de technique pour faire un feu. Non, non, c'est pas une technique. À partir du moment où on a compris qu'il fallait centrer le feu, puis surtout le laisser bien tranquille de façon à ce que tout prenne bien, voilà, c'est simple. Hein. Donc voilà, donc là le feu il est vraiment bien parti. Hein. Donc maintenant je vais rajouter un petit peu de bois. Le four étant chauffe, les deux copines vont continuer le travail, car avant d'enfourner les poires, il faut les éplucher. Et c'est du boulot. Alors c'est quoi Christine cette machine? Et bien là c'est une pareuse à pommes. Les pareuses à poires n'existent pas. Donc c'est moi qui épluche le maximum. Et ensuite tu prends un couteau, tu fais autour du pédoncule et autour de la queue. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu la ranges là. Avec cette technique et de bons assistants, Christine peut éplucher jusqu'à 500 kg par jour. Et voilà. Une fois le four bien chaud, Christine le nettoie entièrement. Elle chasse les braises et les cendres avant d'y placer les fruits. On va pouvoir enfourner? Oui. Une opération qu'elle renouvellera 5 à 6 fois durant 3 jours. Au total, il faudra 120 heures de chaleur pour déshydrater complètement les poires. On va fermer la porte du four, on va laisser une aération pour que la vapeur s'en aille. Et là, il va en rester à peu près encore 60 heures de déshydratation. Mais demain, on va ressortir, tourner les poires dans les clés et refaire des chauffes de plus en plus douces. Et voilà, c'est bon. Après la cuisson, les fruits sont secs, ultra secs. Il ne reste plus qu'à les taper. C'est le secret de leur conservation. Donc en fait, on va comprimer l'air. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le fruit ne risque plus du tout de s'altérer. Autrefois, les poires tapées étaient embarquées sur les navires. C'était le seul moyen pour les marins de manger des fruits pendant les longs mois de navigation. Là, c'est la dernière étape. Et en général, on est assez content de voir le résultat quand même. Parce que c'est quand même du boulot. Hein. C'est quand même vachement de boulot. C'est bon, hein? Elles sont excellentes, elles sont moelleuses. Dans son atelier de Rivarennes, Christine propose des plats originaux qu'elle confectionne de façon artisanale. Ambroisine de canard, filet mignon ou lapin se conjuguent à la poire tapée. Merci de m'avoir accueillie. Oh, bah de rien. C'était vraiment C'était avec sympathique. plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, toi aussi. À bientôt. Et puis je te dis à très bientôt. Ça Au marche. revoir Christine.